Tu es trop vieille pour voyager avec nous, maman. Reste à Sarreguemines, occupe-toi de la maison. » Ces mots résonnent encore, secs, comme une gifle que l'on ne rend pas. Mon fils David n'avait pas levé la voix. Ma belle-fille Laura avait acquiescé, soulagée sans doute d'avoir trouvé une excuse convenable. Et les enfants, mes petits-enfants, que j'ai gardés tant de week-ends, m'avaient simplement embrassé, distrait, leur valise déjà plus importante que ma présence. La porte de leur monospace s'est refermée et je suis restée sur le trottoir, ma main levée dans un geste vide, comme une statue inutile qu'on laisse derrière soi. Leur rire s'est perdu au coin de la rue, mêlé au ronronnement du moteur. J'ai attendu que la voiture disparaisse pour entrer. Dans l'entrée, l'air était froid malgré le mois de juillet. Sarreguemines, petite ville calme de Moselle, sentait l'été et la pierre chauffée. Mais chez moi, il faisait déjà sombre. J'ai tourné la clé 2 fois, comme il me l'avait rappelé avec insistance, puis j'ai posé mon sac sur le meuble de l'entrée. Le silence est retombé, dense, presque humide. C'était donc cela, mon rôle désormais, fermer les volets, arroser les plantes, surveiller une maison qui n'était même plus la mienne, mais la leur. On m'avait retiré le droit de partir, de voir autre chose que ces murs. Je me suis assise dans la cuisine, devant une tasse de café devenue tiède. Le carrelage jaune avait des fissures que je n'avais jamais remarquées, peut-être parce que je ne regardais jamais si bas. J'ai pensé à Paul, mon mari disparu il y a 10 ans. Lui n'aurait jamais permis cela. Lui m'aurait tendu la main, m'aurait dit qu'on est 2 ou qu'on n'est rien. Mais il n'était plus là. Il ne restait que moi, Hélène, veuve, 73 ans, effacée peu à peu de la vie des miens. Trop vieille pour les longs vols, avait dit Laura en ajustant sa paire de lunettes de soleil de marque. Trop vieille pour Venise, pour Athènes, pour Lisbonne, mais assez bonne pour surveiller leurs murs, leurs factures, leurs plantes. Je suis restée ainsi des heures, sans allumer la télévision, sans ouvrir la radio. L'ombre des arbres du jardin dansait sur le mur. Et puis, dans l'après-midi, en ouvrant la boîte aux lettres, j'ai trouvé une grande enveloppe cartonnée. À l'intérieur, soigneusement pliés, leurs billets d'avion, non oblitérés, pas encore utilisés. 2 adultes, 2 enfants, départ de Francfort pour Athènes dans 3 jours. Mon nom n'y figurait pas, évidemment. J'ai tenu les billets un long moment entre mes doigts, étonnée par leur légèreté. C'était donc si simple de m'effacer. Une ligne supprimée sur une réservation et je disparaissais. J'ai reposé l'enveloppe sur la table. Puis je me suis fait du thé. À mon âge, quand un coup vous transperce, on boit lentement pour empêcher les mains de trembler trop fort. Mais cette fois, même la chaleur ne calmait pas. Mes doigts frémissaient encore. J'ai ouvert mon vieux carnet d'adresses, jauni aux pages cornées. J'ai cherché le numéro d'une petite agence de voyage de Forbach où j'étais passée jadis avec Paul. Mon cœur battait si fort que j'ai cru ne pas pouvoir articuler. « Bonjour, j'aimerais annuler des billets pour Athènes. » ai-je soufflé. La voix de la jeune employée a hésité, surprise. « Puis-je vous demander la raison, madame ?» J'ai fermé les yeux. « Non, annuler simplement. » Elle a obéi. Sa voix était presque craintive. Elle m'a donné un numéro de confirmation. J'ai noté calmement comme on écrit une ordonnance et j'ai raccroché. J'ai regardé la cuisine autour de moi. Le cadre avec la photo de Paul sur la cheminée, son sourire intact. Le vieux buffet où je rangeais encore les nappes brodées. Et soudain, une idée s'est glissée, claire, évidente. Et moi, qu'attendais-je encore? Que les autres décident de ma place, de mes voyages, de mes rêves? Mon passeport était dans le tiroir du salon. Je l'ai ouvert, les pages bleu nuit brillantes, valides. Mon compte en banque n'était pas vide. 12 000 € d'économie, plus quelques livrets épargnés depuis des années. Pas de dette, personne à charge. Rien ne m'empêchait sinon l'habitude de me taire. Alors j'ai cliqué. Vol Francfort-Athènes. Une place couloir. Départ après-demain. Réservé. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, mais pas de peur. D'impatience peut-être. J'ai appelé Carole, ma voisine, veuve elle aussi. « Tu pourrais arroser mes fleurs 2 semaines ?» Elle a ri. « Bien sûr, Hélène. Tu pars où ?» J'ai répondu simplement « Un petit voyage » et j'ai raccroché avant qu'elle ne questionne davantage. Le soir, j'ai sorti ma petite valise grise. J'ai plié 2 robes, un foulard bleu marine que je n'avais plus porté depuis les obsèques de Paul. Non pas par tristesse, mais parce qu'il me donnait allure et que j'avais oublié comment en avoir.
J'ai ajouté mes sandales confortables, un carnet vierge, un stylo, pas grand-chose. Je n'avais besoin que de moi-même. La nuit est tombée sur Sarreguemines, paisible. Le clocher sonnait 10 heures. J'ai éteint toutes les lumières, sauf une veilleuse dans le couloir, et je me suis assis sur le porche, respirant l'air tiède. J'ai imaginé la tête de David, découvrant à l'aéroport que les billets étaient annulés. Peut-être m'appellerait-il, peut-être pas, peu importait. Pour une fois, ce n'était pas leur absence qui comptait, c'était mon départ. Le matin suivant, j'ai marché jusqu'à la gare, mon sac à main serré contre moi. Le TER m'a mené à Strasbourg, puis un bus jusqu'à Francfort. Dans le hall lumineux de l'aéroport, je me suis sentie ridiculement petite, mais étrangement forte. Les annonces résonnaient en allemand, en anglais. J'ai avancé, ma valise roulant derrière moi. L'hôtesse a pris mon passeport, m'a souri d'un sourire poli. « Bon voyage, madame !» Je n'ai pas répondu. J'ai serré mon billet comme un bouclier. Je n'avais pas pris l'avion depuis 30 ans, mais je ne tremblais plus. Dans l'avion, j'ai trouvé ma place côté couloir. Le siège à côté est resté vide un moment, puis un homme d'une 30aine d'années s'est assis, alliance au doigt, regard tranquille. « Long voyage ?»« Long voyage ?»« Assez long, ai-je répondu. Il a souri et s'est tu. J'ai fermé les yeux. Le moteur a grondé, et quand l'appareil s'est soulevé, j'ai senti mes chaînes se délier une à une. Le ciel s'ouvrait, et moi, vieille veuve de Sarreguemines, je partais. Non pas pour punir, pour exister. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous eu le courage de tout annuler et de partir seul à 73 ans? Dites-le-moi dans les commentaires, je lirai chacun de vos mots. Athènes. Le nom seul vibrait comme une promesse oubliée. Lorsque je suis sortie de l'aéroport, la chaleur m'a enveloppée d'un souffle épais, presque sucré. Rien à voir avec l'air de Moselle, souvent humide, traversé de vents froids. Ici, le soleil semblait descendre jusqu'aux pierres, les rendre brûlantes comme si elles gardaient la mémoire des siècles. Je serrais plus fort la poignée de ma petite valise et me dirigeais vers la file des taxis. Le chauffeur qui s'arrêta devant moi avait les cheveux blancs et un sourire courtois. « Où, madame ?» demanda-t-il dans un français hésitant. J'avais noté l'adresse d'une pension modeste près du quartier de Plaka. J'ai tendu le papier. Il a hoché la tête et nous sommes partis. À travers la vitre, je découvrais les immeubles blanchis, les balcons chargés de linge et de pots de fleurs, la circulation nerveuse. Tout me semblait étrange, mais étrangement familier aussi, comme si j'avais attendu toute ma vie de voir ce tumulte. La pension était simple, presque vieillotte, mais propre. Une femme aux cheveux bouclés, parlant un anglais impeccable, m'accueillit avec chaleur. « Bienvenue, madame. Vous restez combien de jours ?» J'ai haussé les épaules. « Je ne sais pas encore. » Elle me donna une clé lourde, fixée à un porte-clés en bois. Dans la chambre, un lit au drap frais, une fenêtre donnant sur un petit patio fleuri. J'ai posé ma valise au sol et me suis assise au bord du lit. Pas de larmes. Pas d'euphorie non plus. Juste un silence inhabituel, comme si le monde retenait son souffle avec moi. Le soir, j'ai osé sortir seule. Les ruelles pavées s'illuminaient peu à peu de guirlandes électriques. Les terrasses se remplissaient de familles, de couples, d'amis qui riaient fort. Je marchais lentement, attentive à tout. L'odeur de viande grillée, les voix rapides, la musique légère qui s'échappait des cafés. J'ai fini par m'asseoir à une petite table au bord d'une place. J'ai commandé du pain, des olives et un verre de vin blanc. Personne ne m'a pressé. Le serveur m'a souri comme à n'importe quelle cliente. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas besoin d'expliquer ma présence. J'existais simplement, assise là, anonyme parmi les autres. En rentrant, je me suis arrêtée devant une vitrine où des foulards colorés étaient suspendus. J'en ai choisi un rouge, presque trop vif pour mon âge, mais j'ai décidé qu'il m'allait. Dans la chambre, je l'ai essayé devant le miroir. Ce visage ridé, encadré par la couleur vive, paraissait différent, plus affirmé, peut-être plus vivant. Le lendemain, je me suis réveillée tôt. La lumière pénétrait par les volets entr'ouverts, douce et dorée. J'ai pris un café au comptoir en bas, entouré de voix étrangères, puis je me suis aventurée vers l'acropole. La montée fut lente. Mes genoux protestaient, mais je refusais de céder. Chaque pas était comme une petite victoire contre le temps. Arrivée en haut, face aux colonnes du Parthénon, j'ai senti mes yeux se remplir.
Non pas de tristesse, mais d'un étonnement profond. J'étais là, moi, veuve de Sarreguemines, mise à l'écart par ma propre famille et pourtant debout devant ces pierres immortelles. On m'avait dit trop vieille pour voyager, mais mes pieds foulaient ces marches, mes mains frôlaient ces pierres et personne ne pouvait m'en empêcher. J'ai passé la journée à marcher. Dans une ruelle, je me suis assise sur un banc de pierre. Le soleil écrasait la place. À côté de moi, un chat s'était tendu, paresseux. Je pensais à Amélia, ma petite fille de 16 ans que j'aimais tendrement. Elle, au moins, m'avait toujours regardé autrement. Je l'imaginais, son téléphone collé à l'oreille en voyant des photos filtrées. Que penserait-elle en me voyant ici? Un sourire s'est glissé malgré moi. Je décidai d'acheter une carte postale. J'y écrivis simplement « Devine où je suis, Athènes. La mer est plus bleue que tu ne peux l'imaginer. Je t'embrasse. Mamie. » Je la postai immédiatement, sans même songer à mon fils ou à Laura. Non, c'était à Amélia que je voulais parler. Les jours suivants, j'ai repris goût à de petites choses. Le matin, je mettais un peu de rouge à lèvres. Le soir, je m'asseyais à une terrasse différente. Je goûtais des plats inconnus. Personne ne m'interrompait. Personne ne me donnait d'ordre. Le silence que j'avais connu à Sarreguemines était lourd, humiliant. Celui-ci était doux, choisi. Puis, un matin, au petit déjeuner, une voix s'est glissée à ma table. « Vous mettez trop de beurre. » Surprise, j'ai levé les yeux. Une femme de mon âge, cheveux argentés relevés en chignon serré, lunettes posées bas sur le nez. Son regard était vif. J'ai répondu amusée. « Mieux vaut trop que pas assez. » Elle a hoché la tête. Juste, elle s'appelait Rosalie, française, ancienne directrice d'école, veuve elle aussi. Elle voyageait seule pour voir si le monde m'appartient encore, dit-elle avec un sourire sec. J'ai éclaté de rire. Nous avons partagé notre café. Les heures qui ont suivi furent légères. Nous avons flâné ensemble, observant les détails que les touristes pressés oublient. Un volet repeint en lilas, un chien dormant sur un seuil, une vieille qui vendait des figues au marché. Rosalie avait cette façon d'être présente sans envahir. Pas de curiosité maladroite, pas de pitié. Une simple compagnie. En la quittant ce soir-là, j'ai senti une chaleur étrange au fond de moi. Peut-être n'étais-je plus tout à fait seule. Ce soir-là, en rentrant à ma chambre, j'ai trouvé mon téléphone saturé de notifications. Des appels manqués de David. Des messages rapides. « Maman, où es-tu? Les billets ont été annulés. Tu sais quelque chose? Rappelle-moi. » J'ai posé l'appareil face contre table. Je n'avais rien à leur dire. Pas encore. Peut-être jamais. Ils avaient décidé que j'étais trop vieille pour les accompagner. Alors qu'ils goûtent au silence de mon absence. Je me suis allongée. Dans la pénombre, j'entendais le bourdonnement lointain de la ville, les voix portées par le vent chaud, et contre toute attente, je me suis sentie légère. Comme si, en coupant ce cordon invisible qui me tenait captive, je respirais pour la première fois depuis des années. Je me suis endormie avec cette pensée. Ma vengeance ne serait pas un cri, ni une dispute. Elle serait ma simple existence, ailleurs, debout, vivante. Le 3e jour à Athènes, Rosalie frappa doucement à ma porte de chambre. Elle tenait une carte pliée dans la main, son sac déjà en bandoulière. « Florence », dit-elle simplement, ses yeux pétillants d'un éclat presque juvénile. J'ai cligné des yeux. « Florence, en Italie ?» Elle hocha la tête. « Ce n'est pas si loin. J'ai toujours rêvé de voir la galerie des offices. » Je suis restée muette quelques secondes. Partir encore plus loin, traverser une autre frontière. Était-ce bien raisonnable à 73 ans avec mes genoux douloureux et mes habitudes de femme prudente? Pourtant, au fond de moi, une petite voix chuchotait. Pourquoi pas? Je n'ai pas réfléchi davantage. Allons-y, ai-je soufflé. Rosalie a souri, satisfaite comme une maîtresse d'école qui voit son élève oser enfin lever la main. L'après-midi même, nous avons réservé 2 places de train, Athènes-Florence, via Patras et le ferry. Un trajet long, mais excitant. Le soir, je suis montée sur la terrasse de la pension. Le ciel s'embrasait au-dessus de l'acropole. Mon téléphone vibrait encore, insistant. Des dizaines d'appels de David. Des messages de Laura, brefs, secs. « Où es-tu » ? Réponds, ce n'est pas sérieux. J'ai ouvert un instant, puis refermé aussitôt. Qu'avaient-ils espéré? Qu'après m'avoir traitée de trop vieille, je reste assise bien sagement à attendre leurs ordres? Non, mon silence était ma réponse. Qu'ils apprennent à le supporter.
Nous avons quitté Athènes à l'aube. Le train nous a emmenés jusqu'au port de Patras, puis le ferry a glissé lentement sur l'eau. J'étais assise sur le pont, le vent chaud soulevant mes cheveux gris, tandis que Rosalie lisait un roman policier en français. À plusieurs reprises, elle a levé les yeux vers moi, comme pour s'assurer que je ne regrettais rien. Je lui ai souri. Non, je ne regrettais rien. Chaque vague effaçait un peu plus la peur qui m'avait accompagnée toutes ces années. Le débarquement en Italie fut un tumulte de voix, de valises et de klaxons. Florence nous attendait, éclatante et bruyante. Nous avons trouvé une petite pension au cœur de la ville, avec un ascenseur grinçant et des clés en laiton lourdes comme des souvenirs. Notre chambre donnait sur des toits rouges, des cordes à linge tendues entre les fenêtres. Rosalie s'est exclamée « Voilà une ville qui ne s'excuse pas d'être belle ». Le lendemain, nous avons traversé la galerie des offices. Devant la naissance de Vénus de Botticelli, j'ai senti ma gorge se serrer. Non pas d'admiration béate, mais d'une reconnaissance intime. La beauté peut être silencieuse, discrète et pourtant bouleversante. Rosalie m'a effleuré le bras. « Tu te tiens plus droite », a-t-elle remarqué doucement. J'ai ri, un peu gênée, mais elle avait raison. Je ne marchais plus comme une ombre. Nous avons passé plusieurs jours à Florence, puis à Fiesole sur les hauteurs. Assis sous des oliviers, nous regardions la ville s'étendre à nos pieds. Ce qui me manquait, ce n'était pas le voyage, ai-je dit à voix basse. C'était l'air de la liberté. Rosalie a hoché la tête comme si elle savait depuis le début que je finirais par le dire. Pendant ce temps, mon téléphone continuait de vibrer. À Florence, j'ai reçu un message vocal de David. Sa voix était tendue, presque brisée. « Maman, est-ce que tu as annulé nos billets exprès? Les enfants ont pleuré à l'aéroport. Laura est furieuse. Dis-moi au moins où tu es. » On est mort d'inquiétude. J'ai écouté en silence, puis j'ai reposé l'appareil. Pas une fois, il n'avait dit « Je suis désolé de t'avoir laissé de côté ». Pas une fois, il n'avait reconnu mon humiliation. Non, il parlait de sa propre gêne, de ses problèmes. Mon absence devenait un scandale pour eux, alors que leur rejet n'avait été pour moi qu'un effacement brutal. Rosalie, qui avait surpris mon expression, m'a demandé « C'était lui ?» J'ai hoché la tête. « Tu vas répondre ?» Non, elle a souri, presque fière. Voilà qui leur fera plus mal que n'importe quelle phrase. Un soir, attablés dans un petit restaurant de l'autre côté de l'Arno, nous avons dégusté des pâtes au beurre et à la sauge. Le serveur a plaisanté, Rosalie a riposté avec un clin d'œil. Elle avait cette manière de s'offrir la légèreté sans honte. Je l'enviais un peu. Moi, j'apprenais seulement. Mais ce soir-là, j'ai ri. Vraiment ri. Le son m'a surprise, presque étrangère. Rosalie m'a regardée longuement. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas? J'ai baissé les yeux. Oui, trop longtemps. À Florence, j'ai acheté un petit carnet relié de cuir. J'y ai écrit à la première page, chose que je n'ai jamais dite. J'ai noté, je n'étais pas fatiguée. J'étais fatiguée de n'être jamais vue. Les mots coulaient enfin, sans crainte d'être jugée. Chaque ligne était comme une petite délivrance. Un matin, Rosalie est arrivée avec 2 billets de train. « Lisbonne », annonça-t-elle espiègle. « Tu viens ?» Je n'ai pas hésité. « Oui ». Elle a éclaté de rire. « Voilà la vraie Hélène. » Sur la route vers Lisbonne, les paysages défilaient, vignobles, plaines, collines. J'étais là, assise dans ce train européen, à 73 ans, alors qu'on m'avait condamnée à surveiller une maison à Sarreguemines. Mon cœur battait doucement, mais fermement. Je ne me sentais plus spectatrice. J'étais enfin actrice de ma vie. À Lisbonne, l'air avait une douceur humide, chargée de sel et de musique. Les façades couvertes d'azulejo brillaient sous la pluie récente. Nous avons trouvé une pension au volet bleu, donnant sur une petite place. Le soir, en ouvrant la fenêtre, j'ai entendu une voix grave chanter du fado dans un bar voisin. Un chant rugueux, éraillé, mais beau, qui parlait de nostalgie et de départ. Je ne comprenais pas les mots, mais je comprenais tout. Rosalie est tombée malade une journée, une simple fièvre, des articulations douloureuses. J'ai acheté des tomates et du pain au marché, préparé un repas simple. Je suis restée à son chevet, surveillant son sommeil. Étrangement, je ne ressentais pas cela comme un fardeau, mais comme un choix. Pour la première fois depuis longtemps, prendre soin de quelqu'un ne me renvoyait pas à une obligation, mais à une liberté.
Le soir, elle a murmuré en reprenant des couleurs. « Merci de ne pas être parti. » Je lui ai pris la main. « Moi non plus, je ne pars plus. » Quelques jours plus tard, j'ai ouvert mon téléphone. Un message d'Amélia. Pas de reproches, pas d'exigence. Seulement, « Mamie, tu es où? Tu as l'air heureuse sur la photo. Tu me manques. » J'ai relu ces mots encore et encore. Ce n'était pas la voix sèche de son père ou de Laura. C'était celle d'une adolescente qui, peut-être, voyait enfin en moi plus qu'une grand-mère docile. Je lui ai répondu une phrase courte. « Je suis à Lisbonne, ma chérie. Je t'embrasse. » Puis j'ai éteint le téléphone. Mais mon cœur était léger. Cette nuit-là, dans la chambre au mur blanc, j'ai compris que quelque chose s'était brisé pour de bon. Ce n'était pas moi. C'était la place qu'il m'avait assignée. Et je n'y retournerai pas. Lisbonne avait cette lumière particulière, un mélange de douceur et de mélancolie. Chaque matin, les rues pavées de calçada semblaient s'ouvrir comme un théâtre ancien. Rosalie, remise de sa fièvre, m'entraîna dans les ruelles d'Alfama. Les murs étaient recouverts d'azulejo bleu, parfois fissurés, mais encore vibrants. Des enfants jouaient au ballon dans les escaliers, des vieilles femmes vendaient des sardines grillées devant leurs portes. Je marchais lentement, savourant chaque détail. Nous avons trouvé une petite terrasse où le café coûtait à peine 1 euro. Le serveur nous appela « Senoras » avec un respect léger, naturel. J'ai bu lentement, les yeux fixés sur la colline où trônait le château de Saint-Georges. « Tu te rends compte ?» dit Rosalie en posant sa tasse. « À nos âges, on nous croyait finis. Et nous voilà. » Je n'ai pas répondu, mais j'ai senti mes lèvres s'étirer dans un sourire. Le soir, nous avons suivi la musique jusqu'à un minuscule bar à Fado, coincé entre 2 immeubles étroits. À l'intérieur, pas de décor tapageur, seulement des tables en bois et des verres épais. Une femme, la cinquantaine, cheveux tirés, s'est mise à chanter. Sa voix avait la rugosité d'un métal ancien. Les paroles disaient l'abandon, l'attente, la douleur d'être laissé derrière. Chaque note entrait en moi comme une lame douce. Je n'ai pas pleuré, mais mon cœur battait plus fort, comme pour accompagner ce chant de révolte. Le lendemain, nous avons pris un tram jaune qui grinçait dans les virages serrés. Nous sommes descendus à Belém, avons goûté les fameux pastéis encore tièdes, saupoudrés de cannelle. Je n'avais jamais savouré un dessert ainsi, lentement, comme si chaque bouchée m'autorisait à redevenir vivante. Rosalie riait de mes yeux brillants. « Tu n'as pas idée comme tu respires différemment, » me dit-elle. Et moi, intérieurement, je pensais, c'est vrai. Dans la pension, un soir, le propriétaire est venu frapper à ma porte. « Madame Hélène, téléphone pour vous, » dit-il gêné. J'ai secoué la tête. « Je ne prends pas. » Il a insisté. « C'est votre famille de France. » Il semble inquiet. J'ai respiré lentement, puis répondu « Dites-leur que je vais bien, rien de plus. » Il m'a regardé longuement, puis a hoché la tête. Sur mon téléphone, les messages s'accumulaient. « David, maman, tu nous punis. Les enfants demandent après toi. Laura, tu ne te rends pas compte du mal que tu fais. » Je n'ai pas répondu, car pour la première fois, je savais que mon silence parlait plus fort que toutes les phrases. Ils m'avaient exclu sans remords. Maintenant, ils goûtaient à l'absence qu'ils avaient créée. Un soir d'orage, Rosalie et moi sommes restés dans la chambre. La pluie battait contre les volets. Elle lisait. Moi, j'écrivais dans mon carnet. Chose que je n'ai jamais dite, page après page. J'ai noté « Je n'ai pas disparu avec l'âge. Vous m'avez effacé. » J'ai écrit « Je ne suis pas fragile. Je suis fatiguée d'avoir été utilisée. » Chaque mot me redonnait une force étrange. À Lisbonne, nous avons rencontré un couple de Français plus jeunes, la cinquantaine, qui voyageaient en vent. Ils ont parlé avec chaleur de Porto, de Séville, de Grenade. Leurs récits étaient des étincelles. Rosalie a souri. Et si on continuait? J'ai haussé les épaules. Pourquoi pas? L'idée de prolonger cette fuite me grisait. Non, c'était pas une fuite, c'était une reconquête. Mais ce qui changea tout, ce fut un message vocal reçu de ma petite fille, Amélia. Sa voix hésitante, douce. « Mamie, je ne sais pas où tu es exactement. Papa est en colère. Maman dit que tu as perdu la tête. Mais moi, je crois que tu as juste eu assez. Tu as bien fait, tu me manques. Appelle-moi, même 1 minute. » Ces mots m'ont bouleversée plus que je ne voulais l'admettre. Je les ai écoutés 3 fois, puis je me suis assise sur le lit. Rosalie m'a observée. « C'était elle ?» J'ai hoché la tête. « Oui,
Elle comprend. Le lendemain, nous avons pris un train pour Séville. Le soleil frappait plus fort, l'air vibrait comme une musique. Dans un patio, une femme dansait le flamenco. Elle avait au moins 70 ans, ses cheveux argentés tirés en chignon, ses talons frappant le sol avec une fierté inébranlable. Je ne pouvais pas détacher mes yeux d'elle. Rosalie a murmuré « Tu vois ? Elle a ton âge et elle brûle encore. » J'ai senti mes joues s'enflammer. Peut-être que moi aussi, je pouvais encore brûler. À Séville, j'ai acheté un foulard jaune éclatant. Pas un choix discret, mais un acte. Je l'ai porté, même dans les rues bondées. Les regards ne me faisaient plus peur. Je n'étais plus une vieille femme effacée de Sarreguemines. J'étais Hélène, veuve libre, voyageuse, amie, grand-mère, encore debout. Un soir, en rentrant, j'ai trouvé un autre message de David. « Maman, je crois que je comprends enfin. Tu n'es pas en colère. Tu es partie parce que tu n'en pouvais plus. Mais reviens. On a besoin de toi. » Sa voix tremblait. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Il fallait qu'il apprenne à vivre avec le vide, à comprendre que je ne reviendrais que si j'étais invitée comme une personne entière et non comme une ombre pratique. À Séville, dans un petit hôtel, je me suis endormie avec cette idée. Je n'étais plus dans leur attente. J'étais enfin dans ma vie. Grenade. Le nom roulait comme un fruit mûr au creux de la bouche. Le train qui nous y conduisit depuis Séville traversa des collines sèches, des champs d'oliviers qui s'étendaient à perte de vue. Rosalie s'était assoupie, la tête contre la vitre, mais moi, je ne pouvais détacher mes yeux du paysage. Il me semblait que chaque kilomètre me lavait un peu plus des années d'humiliation silencieuse accumulées. À l'arrivée, la ville nous accueillit avec douceur. Moins bruyante que Séville, plus recueillie. Les ruelles étroites montaient en lacets, parfumées de jasmin et de fleurs d'oranger. Notre pension était modeste, une vieille maison blanchie à la chaux, avec des poutres sombres et un patio intérieur. Notre chambre donnait sur des toits irréguliers où séchaient des draps au vent. Le lendemain, nous avons entrepris la montée vers l'Alhambra. Mes genoux protestaient à chaque marche, mais je refusais de m'arrêter. Rosalie me soutenait du regard, pas du bras. Elle savait que je voulais avancer seule. Lorsque nous avons franchi les arches de pierre et pénétré dans ces palais couverts de mosaïques, j'ai eu le souffle coupé. Les arabesques, les bassins miroitants, les cours silencieuses, j'ai pensé la beauté survit à tout, même à l'oubli. Assise sur un banc de marbre, j'ai demandé à Rosalie de me prendre en photo, pas pour la montrer à ma famille, mais pour moi. Sur l'image, j'avais le foulard jaune autour du cou, les mains posées sur mes genoux, le visage calme. Rosalie m'a dit « Tu ressembles à quelqu'un qui vient de retrouver quelque chose. » Elle avait raison. J'avais retrouvé ma place dans le monde. Le soir, de retour à la pension, j'ai ouvert mon téléphone. Un nouveau message d'Amelia. Elle avait écrit « Mamie, j'ai vu ta photo envoyée par je ne sais qui. Tu as l'air forte. Papa ne comprend pas, mais moi je crois que tu sais ce que tu fais. Je suis fière de toi. » J'ai senti ma gorge se serrer. Ce mot « fier », je ne l'avais pas entendu depuis des années. Mon propre fils ne m'avait jamais dit cela. Mais ma petite fille, oui. Et c'était suffisant pour réchauffer toute une nuit. Les jours suivants, Rosalie et moi avons exploré Grenade comme deux adolescentes en permission. Nous nous perdions dans l'Albaicín, quartier blanc et pentu, aux ruelles pavées où les chats régnaient en maître. Nous avons bu du thé à la menthe dans un salon marocain, savouré des pâtisseries trop sucrées, ri de notre gourmandise. À chaque détour, je sentais mon corps fatigué, mais mon esprit rajeuni. Un après-midi, alors que je me reposais sur la terrasse de la pension, j'ai ouvert mon carnet. J'y ai ajouté « J'ai passé ma vie à attendre qu'on m'invite. Désormais, je m'invite moi-même. » Les mots avaient le goût de la victoire. Mais les messages de France continuaient. « David, maman, où es-tu exactement? » Puis « Reviens, tu nous manques. » Puis encore « Amelia pleure le soir. » Je ne savais pas si c'était vrai ou s'il utilisait sa propre fille comme argument. J'ai résisté. Mais une nuit, je n'ai pas dormi. Je pensais à Amelia, à ses 16 ans fragiles, à sa façon de se maquiller trop lourdement pour cacher sa jeunesse, et j'ai eu peur qu'elle souffre de mes silences. Au petit matin, j'ai enregistré un court message vocal pour elle seule. « Ma chérie, je vais bien. Ne t'inquiète pas. Je voyage, je découvre des choses que j'aurais dû voir il y a longtemps. Je pense à toi chaque jour. Tu me manques. »
J'ai appuyé sur envoyer, le cœur battant. Quelques minutes plus tard, elle m'a répondu par un simple cœur rouge. Et j'ai compris que c'était assez. À Grenade, nous avons assisté à une représentation de flamenco dans une cave blanche creusée dans la colline du Sacromonte. Les danseurs tapaient du pied avec une énergie farouche, les chanteurs lançaient des complaintes rauques. Parmi eux, une femme plus âgée, la peau parcheminée, les yeux brûlants. Elle dansait comme si chaque pas était une déclaration de guerre contre le temps. J'étais fascinée. « Regarde-la », ai-je murmuré à Rosalie. Elle est plus vieille que nous, et pourtant, Rosalie a acquiescé. Elle a choisi de ne pas disparaître. Cette nuit-là, en me couchant, j'ai pensé à ma vie à Sarreguemines. Aux années passées à préparer des repas sans m'asseoir à table, aux fêtes de famille où je rangeais les assiettes pendant que les autres riaient, aux vacances où l'on me disait « ce sera trop fatigant pour toi, reste tranquille ». J'avais accepté, tête basse, mais plus maintenant. Chaque talon frappé par la danseuse était comme un écho à ma propre révolte. 2 jours plus tard, nous avons pris le bus pour Cadix, au bord de la mer. Le trajet fut long, mais la récompense immense. L'océan s'ouvrait devant nous, large, infini. L'air salé fouettait mon visage. J'ai retiré mes chaussures et marché pieds nus sur le sable humide. L'eau glacée me mordait les orteils, mais je riais. Rosalie ramassa un morceau de verre poli par la mer. « Un souvenir », dit-elle en le glissant dans sa poche. Moi, je n'avais besoin de rien. La mer elle-même était mon souvenir. Ce soir-là, dans la chambre qui sentait le bois et le sel, j'ai reçu un nouveau message de David. Cette fois, sa voix était plus basse, presque fragile. « Maman, est-ce qu'on t'a perdu pour toujours? Je ne sais plus comment te parler. » Je suis restée longtemps à fixer l'écran. Rosalie lisait son journal à côté de moi. Finalement, j'ai éteint le téléphone sans répondre. Pas par cruauté, mais parce que je savais. Il fallait encore qu'il apprenne. On ne retrouve pas une mère comme on récupère un objet oublié. Avant de m'endormir, j'ai écrit une nouvelle phrase dans mon carnet. Si vous voulez me retrouver, ce sera en tant que personne entière, pas en tant qu'ombre utile. Puis j'ai fermé les yeux. Le bruit régulier des vagues était comme une promesse. Je n'étais plus enchaînée. À Cadix, l'océan m'a enseigné une leçon que je n'avais jamais comprise à Sarreguemines. La mer ne demande pas la permission de revenir. Elle avance, se retire, puis revient toujours libre. Assise sur un rocher, mes pieds nus encore humides, j'ai compris que je devais faire de même. Revenir dans ma propre vie sans demander pardon, sans demander d'autorisation. Rosalie et moi passions nos journées à marcher sur la plage, à observer les pêcheurs qui démêlaient leurs filets en silence, à écouter le cri des mouettes. L'air marin semblait allonger mes poumons, élargir mon souffle. Chaque inspiration me rendait plus solide. Mais le soir, dans la chambre qui sentait encore le sel et le bois mouillé, mon téléphone vibrait toujours. David. 20 appels manqués en 2 jours. Laura aussi, plus sèche encore. « Cesse ce cirque, Hélène, tu mets toute la famille mal à l'aise. » Comme si je n'étais qu'un embarras, une anomalie à corriger. Je n'ai pas répondu, mais une colère tranquille est montée en moi. Ils parlaient d'eux, de leur gêne, jamais de ma douleur. Une nuit, alors que Rosalie dormait déjà, j'ai ouvert l'application des messages vocaux. J'ai enregistré, la voix posée sans trembler. « David, je ne suis pas en colère, mais je suis changée. J'ai passé ma vie à attendre que vous me voyiez, et vous m'avez laissé derrière sans même un regard. Alors écoute bien, si tu veux de moi dans ta vie, ce sera comme une personne entière, pas comme une grand-mère de service. Je vous aime, mais je n'accepterai plus le rôle que vous m'avez assigné. » J'ai hésité une seconde, puis j'ai appuyé sur « Envoyer ». L'océan, au loin, semblait murmurer mon accord. Le lendemain, je me suis réveillée légère, comme après une confession. Rosalie me lança un regard amusé en me voyant attacher mon foulard jaune. « Tu as l'air de quelqu'un qui vient de poser un poids. » J'ai souri sans rien dire. Elle n'avait pas tort. Nous avons pris le bus pour traverser la vieille ville. Les ruelles étroites de Cadix étaient encore pleines d'ombre malgré le soleil haut. Nous avons déjeuné de poissons grillés sur une place animée, entourée d'enfants qui couraient après des pigeons. J'ai savouré chaque bouchée, consciente que mes papilles, longtemps endormies dans la monotonie des repas préparés pour les autres, se réveillaient enfin. En rentrant, j'ai trouvé un message de David. «
Sa voix n'était plus celle d'un fils sûr de lui, mais celle d'un homme perdu. « Maman, j'ai écouté ton message au moins 10 fois. Tu as raison, on t'a traité comme si tu étais acquise, comme si tu étais là pour remplir un vide pratique. Je ne sais pas comment réparer ça, mais je veux essayer. Reviens, au moins pour parler. » Je l'ai écouté 1 fois, 2 fois. Mon cœur s'est serré, mais je n'ai pas répondu. Pas encore. Je voulais que ce silence dure un peu, qu'il comprenne qu'il ne suffisait pas de quelques mots pour effacer des années d'oubli. Le soir même, j'ai reçu un autre message, cette fois d'Amelia. Sa voix était douce, presque tremblante. « Mamie, j'ai vu papa écouter ton message. Il n'a pas dormi de la nuit. Il l'a imprimé sur une feuille. Il l'a posé sur la table du salon. Il a peur. Je crois qu'il comprend enfin. Moi, je voulais juste te dire que je suis fière de toi et que je veux être comme toi, ne plus disparaître pour plaire aux autres. » J'ai pleuré, mais de larmes chaudes, apaisantes. Ma petite fille voyait en moi non plus un vestige, mais un modèle, et rien que pour cela, mon voyage valait toutes les audaces. Les jours suivants, Rosalie et moi avons osé plus encore. Nous avons dansé dans un bar près du port, entourés de jeunes qui auraient pu être nos petits-enfants. Nous étions maladroites, essoufflées, mais libres. En rentrant, nous avons ri comme 2 gamines coupables. « Tu te rends compte, » dit Rosalie, « nos enfants nous croient fragiles et nous dansons jusqu'à minuit. » J'ai ri avec elle. Mais derrière mes rires, je savais qu'un choix approchait. J'avais posé mes conditions. J'avais envoyé ma vérité. Restait à voir si David et Laura sauraient l'entendre. Une après-midi, assise sur le balcon de la pension, j'ai écrit dans mon carnet « Pardonner n'est pas pour eux. C'est pour moi, pour respirer sans rancune. Mais pardonner ne veut pas dire oublier. » Le lendemain, nous avons pris la route pour Barcelone, dernière étape de notre périple. Dans le train, je regardais défiler les paysages avec une sensation étrange, comme si je fermais un cercle. Rosalie lisait, mais parfois elle levait les yeux vers moi, attentive. « Tu songes à rentrer ?» demanda-t-elle. Je l'ai regardée longuement. Oui, mais pas comme avant. À Barcelone, la ville semblait éclatée de couleurs et de formes improbables. Les œuvres de Gaudí me firent sourire. Elles ressemblaient à des rêves qu'on aurait laissés grandir sans les brider. Peut-être étais-je un peu comme ça, moi aussi, désormais. Le soir, j'ai ouvert mon téléphone, pas pour répondre, pour constater des dizaines de messages, des appels manqués, et puis un seul qui comptait, un SMS d'Amelia. « Mamie, si tu reviens, viens chez moi d'abord. J'ai besoin de te voir seule. » J'ai refermé l'appareil. Oui, je rentrerai, mais sur mes propres pas à ma manière. Je n'étais plus une invitée secondaire dans leur histoire. J'étais l'auteur de la mienne. Cette nuit-là, dans le petit hôtel près du quartier d'Elborn, j'ai rêvé d'un couloir aux portes closes. En avançant, je posais la main sur chaque poignée et derrière moi, une à une, les portes s'ouvraient toutes seules. Je ne me retournais pas, je continuais d'avancer. Au matin, Rosalie m'a trouvée déjà prête, mon sac bouclé, le foulard jaune noué comme un drapeau. « Alors ?» a-t-elle demandé. J'ai soufflé. « Alors je rentre. Mais je ne rentrerai pas chez eux. Je rentrerai chez moi. » Le retour à Sarreguemines se fit sans cérémonie. L'aéroport de Francfort m'accueillit avec son balai impersonnel de valises et d'annonces criardes. J'avais quitté Barcelone au petit matin, laissant Rosalie sur le quai. Nous nous étions embrassés longuement. « Tu es prête ?» m'avait-elle glissé. J'avais hoché la tête. « Prête, oui. Mais pas pour redevenir l'ombre d'avant. Prête à affronter ce que j'avais fui toute ma vie, le regard de mes proches. » Le train traversa la Lorraine, les villages alignés avec leurs églises carrées, les champs de colza déjà coupés. J'observais ce paysage si familier, mais je ne le voyais plus de la même manière. Les maisons me semblaient petites, presque frêles, après les palais de Grenade ou les cathédrales de Séville. Pourtant, c'était là que tout devait se jouer. En descendant à la gare de Sarreguemines, l'air humide de la Sarre me frappa au visage. Une odeur de terre et de pierre mouillée. J'ai tiré ma valise sur les pavés jusqu'à ma maison. Carole, ma voisine, avait bien veillé. Les fleurs étaient arrosées, le courrier rangé. La clé tourna sans résistance dans la serrure. À l'intérieur, tout était à sa place. Et pourtant, rien n'était pareil. Je n'étais plus la femme qui avait fermé cette porte quelques semaines plus tôt. Je n'ai pas eu le temps de reprendre mon souffle. Une sonnerie à la porte.
En ouvrant, je suis tombée sur Amelia. Mon cœur s'est serré. Elle avait grandi en mon absence, ou peut-être était-ce son regard, plus grave, plus décidé. Elle s'est jetée dans mes bras sans un mot. Je l'ai tenue longtemps, respirant son parfum de jeune fille mêlé à la lessive. « Mamie, murmura-t-elle, je savais que tu reviendrais, mais pas comme avant. » Je me suis reculée pour la regarder. « Et tu as raison, plus comme avant, jamais. » Nous sommes entrés. Elle a posé son sac d'école sur la chaise, m'a observée avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Papa et maman savent que tu es rentrée. Ils veulent venir ce soir. » Je me suis assise, calme. Qu'ils viennent. Mais ici, c'est moi qui fixe les règles. Amelia a souri, presque soulagée. Dans l'après-midi, je préparais du thé, sans rien d'autre. Pas de gâteau, pas de repas. Je ne voulais pas être la maîtresse de maison docile. Je voulais être la femme qu'ils avaient ignorée. Je mis mon foulard jaune, celui de Séville. Je voulais qu'ils le voient, qu'ils comprennent que je n'avais pas voyagé pour acheter des souvenirs, mais pour me reconstruire. À 18 heures précises, on frappa. J'ouvris. David était là, fatigué, le visage creusé. Derrière lui, Laura, plus raide que jamais, sans maquillage pour une fois. Ils entrèrent, hésitants, comme s'ils pénétraient dans une maison étrangère. Amelia resta assise, muette, témoin volontaire. Nous nous sommes installés dans le salon. Le silence s'étira, dense. C'est David qui parla le premier. « Maman, je ne sais pas comment commencer. » Je l'ai fixé sans l'aider. Je n'avais plus envie de lui tendre de perche. Il inspira profondément. « On t'a fait du mal, on t'a exclu. C'était plus facile pour nous de dire que tu étais trop vieille, plutôt que d'admettre qu'on ne voulait pas faire d'efforts. » Ces mots me traversèrent comme un couteau lent. Je l'attendais depuis si longtemps, cette reconnaissance. Mais je ne laissais rien paraître. « Tu m'as effacé, dis-je simplement. Laura se racla la gorge. « On n'a pas voulu t'effacer, Hélène. On a pensé au confort, des enfants, du voyage. On s'est dit que tu serais mieux ici. » Je l'ai interrompu. « Non, Laura, vous vous êtes dit que je ne comptais plus. Et c'est différent. » Le silence retomba. David baissa la tête. Je vis ses mains trembler légèrement. Pour la première fois, je compris qu'il avait peur. Pas de moi, mais de perdre cette mère qu'il croyait acquise. « Je ne sais pas comment réparer, » souffla-t-il enfin. Je répondis calmement. « On ne répare pas une absence. On apprend à regarder autrement. Si vous me voulez encore dans vos vies, ce sera comme une personne entière. Pas comme une nounou gratuite, pas comme une ombre qu'on déplace selon la convenance. » Amelia me regarda avec un sourire discret, ses yeux brillants. Elle avait compris que ce moment n'était pas seulement pour moi, mais pour elle aussi, pour les générations qui suivent. Laura prit la parole, plus bas, comme si elle avait enfin déposé son armure. « Tu as raison. On n'a pas mesuré ce qu'on te faisait subir. On croyait qu'il te suffisait d'être là. » Je secouai la tête. Être là ne suffit pas quand on n'existe pas aux yeux des autres. Je les laissais mariner dans le silence. C'était à eux de le supporter cette fois, pas à moi. Le tic-tac de l'horloge marquait chaque seconde de leur gêne. Je n'adoucis rien. J'avais trop adouci toute ma vie. Après un long moment, David se leva. « Merci de nous avoir reçus. » Sa voix était humble. Laura resta en retrait, pâle. Ils sortirent sans que je les accompagne. Amelia resta. Elle posa sa main sur la mienne. « Tu étais incroyable, mamie. » Je lui souris. « Non, j'étais simplement vraie. » Cette nuit-là, seule dans mon lit, je n'ai pas pleuré. J'ai écrit dans mon carnet « On croit que le silence protège. » Mais le silence est une prison. Ce soir, j'ai brisé les barreaux. En éteignant la lampe, je me suis dit que le plus dur restait à venir. Tenir bon. Ne pas redevenir l'ombre commode. Mais au fond de moi, je savais que je n'avais plus peur. L'océan de Cadix m'habitait encore, et il revenait toujours. Les jours suivants furent étrangement calmes. Ni David, ni Laura ne revinrent frapper à ma porte. Je n'avais pas reçu de longs messages d'excuses, pas de gestes spectaculaires. Seulement un silence prudent, comme si chacun cherchait à apprivoiser la nouvelle place que j'avais prise. Cela m'allait. J'avais besoin de respirer dans ma propre maison, de reprendre possession de chaque pièce, non plus comme la gardienne silencieuse de leurs vacances, mais comme la femme qui en était l'âme. Amelia, elle, venait presque chaque jour après ses cours. Elle posait son sac d'école sur le canapé, se servait un verre d'eau et s'asseyait à mes côtés comme si elle avait toujours fait partie de ce décor.
mais je voyais bien que quelque chose avait changé en elle. Son regard me scrutait différemment. Non plus comme on regarde une grand-mère rassurante, mais comme on observe un modèle fragile qu'on ne veut plus laisser disparaître. Un après-midi, elle sortit de son sac un petit carnet. « J'ai commencé une liste. Moi aussi, dit-elle timidement. Elle me le tendit. En première page, elle avait écrit en lettres penchées « Ce que je refuse d'hériter ». Je lus à voix basse la croyance qu'une femme doit toujours se taire pour garder la paix. L'idée qu'être gentille veut dire s'effacer. Le réflexe de dire oui quand on pense non. J'ai relevé les yeux, bouleversée. « Tu es plus sage que moi à ton âge », ai-je murmuré. Elle secoua la tête. « Non, c'est toi qui m'as montré. Quand tu es parti, quand tu as osé. » Nous avons passé des heures à discuter. Je lui ai raconté Séville, la danseuse aux cheveux gris qui frappait le sol comme si elle défiait le temps. Je lui ai montré la photo prise à l'Alhambra où j'avais l'air si droite, si paisible. Amelia a touché l'écran comme si elle voulait y entrer. « Je veux me souvenir de toi comme ça », dit-elle. Un soir, alors que nous partageons une soupe simple dans ma cuisine, Amelia me confia à voix basse « Papa ne parle plus beaucoup. Il s'en veut, je crois, mais il a peur. Il ne sait pas comment réparer. » Je l'ai écouté en silence. Oui, David avait toujours fui les émotions comme on fuit un incendie. Trop brûlante pour lui. Mais s'il voulait apprendre, il lui faudrait cette fois affronter la chaleur. Le samedi suivant, il finit par venir, seul. Il avait dans la main une enveloppe. Nous nous sommes assis dans le salon. Amelia n'était pas là, et j'étais reconnaissante que cette scène se déroule entre lui et moi sans intermédiaire. Il posa l'enveloppe sur la table. « J'ai écrit », dit-il. Sa voix était rauque, fatiguée. Je l'ai regardé sans toucher l'enveloppe. « Tu as écrit quoi ?»« Ce que je n'ai jamais dit, je n'ai pas ouvert. »« Alors dis-le-moi. » Il prit une grande inspiration. « J'ai honte, maman. Honte de t'avoir laissé à l'écart. On se disait que tu serais toujours là, qu'on pouvait te mettre de côté et que tu pardonnerais. Mais quand tu as disparu, j'ai compris que je ne savais même plus qui tu étais. » Je sentis mes yeux me piquer, mais je tins bon. « Et maintenant ?» Il hocha la tête. « Maintenant, je voudrais réapprendre, te voir autrement. Pas seulement comme... » Il hésita. « Pas seulement comme la grand-mère qui garde la maison. » Un silence lourd suivit. J'ai fini par poser ma main sur l'enveloppe. « Les mots écrits ne suffiront pas, David. Ce qui comptera, ce seront tes actes. Et tes silences aussi. Tu devras apprendre à m'écouter. » Il baissa la tête. « J'essaierai. » Ce jour-là, il est parti après 1 heure à peine, mais je savais que quelque chose avait basculé. Pas encore la réconciliation, mais une fissure dans son armure. Le lendemain, Laura envoya un message. « Pas long, pas théâtral. Si tu veux, on peut dîner ensemble un soir. Rien de grand, juste nous. » J'ai hésité. Mon instinct me disait de refuser, de garder ma victoire intacte. Mais une autre voix, plus douce, murmurait qu'on ne construit rien dans la fuite. J'ai répondu simplement « Peut-être, pas tout de suite. » Ces jours-là, Amelia continua de venir. Nous avons cuisiné ensemble une tarte au citron. Elle riait de mes gestes précis, de ma manie de goûter la crème 3 fois. « Tu es redevenue vivante, mamie, dit-elle. » Je lui caressais la joue. Je ne l'ai jamais cessé. C'est juste que personne ne me regardait. Un soir de printemps, nous avons pris une marche jusqu'au bord de la Sarre. Le ciel se teintait d'orange, les reflets de l'eau tremblaient. Amelia me demanda « Tu crois que tu peux pardonner ?» J'ai réfléchi longtemps. Pardonner, peut-être. Oublier, jamais. Elle hocha la tête. « Alors fais-le pour toi, pas pour eux. » En rentrant, j'ai ouvert mon carnet. J'ai ajouté une page. Ce que j'ai appris. Le pardon est une clé qu'on garde pour soi, pas un cadeau qu'on offre à ceux qui nous ont blessés. Se taire trop longtemps, c'est laisser les autres écrire notre vie. À 73 ans, on peut encore commencer un chapitre nouveau. Les jours passèrent. David revint une 2e fois, cette fois avec Amelia. Ils ont pris le thé avec moi. Laura n'était pas venue, et c'était mieux ainsi. Nous avons parlé de banalités, de la pluie, des voisins, rien d'explosif. Mais je sentais que dans les creux des phrases, autre chose circulait. Une volonté fragile, maladroite, mais réelle, de me regarder enfin autrement. Quand ils sont partis, Amelia m'a glissé un mot en cachette. « Mamie, tu es en train de gagner. Pas en criant, en restant debout. »
Je me suis couchée ce soir-là avec une certitude nouvelle. Ma vengeance silencieuse était plus forte que toutes les colères, car elle avait obligé les miens à lever les yeux, à me voir enfin. Le dîner finit par être fixé. C'était Laura qui avait insisté. Pas de grande réunion de famille, Hélène. Juste toi, David, moi et Amélia. J'avais hésité encore et encore, mais je savais que l'heure était venue. On ne gagne pas une guerre silencieuse en fuyant éternellement. Il fallait aussi savoir poser les mots. J'ai choisi d'apporter un dessert. Pas un symbole d'obéissance, mais un geste de partage. Une tarte aux mirabelles, spécialité de notre Lorraine. En la préparant, j'ai senti mes mains retrouver une mémoire ancienne. Mais cette fois, ce n'était pas pour nourrir des convives indifférents. C'était pour poser ma marque, claire et douce. Je n'étais plus l'ombre qui prépare et se tait. J'étais l'invité qui choisit ce qu'elle apporte. Quand je suis arrivée chez eux, Amélia m'accueillit la première. Ses yeux pétillaient d'un soulagement discret. Elle m'embrassa fort, puis m'entraîna vers la cuisine. David était là, nerveux, les mains dans les poches. Laura mettait la table avec une raideur inhabituelle. Tout semblait trop rangé, trop préparé, comme si chaque détail était une tentative d'excuse muette. Nous nous sommes assis. Le repas commença par des banalités. Une soupe, du poisson. J'écoutais sans trop parler, observant. David me jetait parfois des coups d'œil, comme pour vérifier si je n'allais pas me lever et partir. Laura, elle, semblait chercher ses mots, se forçant à sourire. Au milieu du repas, j'ai décidé de briser ce faux confort. J'ai posé ma cuillère et j'ai dit « Vous m'avez laissé derrière. Pas une fois, pas par accident, mais délibérément. Et si je n'étais pas partie, si je n'avais pas annulé vos billets, vous ne seriez même pas en train de m'écouter aujourd'hui. » Le silence est tombé net. Amélia baissa les yeux, mais un sourire discret courut sur ses lèvres. Elle savait que la vérité était enfin dite. David inspira, puis répondit « Tu as raison. On s'est trompé. On a pensé que tu étais là quoi qu'il arrive, que tu te contenterais. Vous avez pensé que j'étais finie, ai-je corrigé, que mon rôle s'arrêtait à garder les plantes et préparer des repas. Vous avez oublié que j'étais encore une femme. » Laura voulut répliquer, mais sa voix se brisa. Elle posa sa fourchette, joignit ses mains. « J'ai eu peur, dit-elle enfin. Pas de toi, de ton âge, de ce qu'il me renvoyait. Vieillir me terrifie. Alors j'ai préféré faire comme si tu étais dépassée. » Ces mots m'ont frappé. Non pas parce qu'ils effaçaient la blessure, mais parce qu'ils avouaient au moins une vérité. « Tu as choisi de me réduire parce que tu avais peur de ton propre reflet, » ai-je dit doucement. Laura acquiesça, honteuse. David, lui, restait muet. Finalement, il releva la tête. « Maman, je ne t'ai pas vue. Pas vraiment. J'ai pensé à ma vie, à mon confort, à mes enfants. Et j'ai oublié que tu étais plus qu'un décor. » Sa voix tremblait. « Je veux changer, mais je sais que ça ne dépend pas que de moi. » Je me suis redressée sur ma chaise. Ce que je veux, David, ce n'est pas des excuses éternelles. C'est du respect au quotidien. Ce que je veux, Laura, ce n'est pas ta peur, mais ta sincérité. Et ce que je veux pour Amélia, c'est qu'elle n'apprenne jamais à se taire comme je l'ai fait. Amélia releva la tête, ses yeux brillants. « Tu n'as plus besoin de te taire, mamie. Tu m'as déjà appris l'essentiel. » Nous avons continué le repas dans un silence habité, plus dense que les mots creux. Puis vint le moment du dessert. J'ai déposé la tarte aux mirabelles au centre de la table. « Elle est pour nous tous, » ai-je dit. Et j'ai ajouté « Mais sachez que cette tarte, je l'ai préparée parce que j'en avais envie, pas parce que c'était attendu. C'est ça la différence. » Laura eut un sourire timide, comme si la leçon pénétrait enfin. Après le repas, ils ne m'ont pas raccompagnée comme avant, pressés de se débarrasser de la vieille femme encombrante. Ils ont attendu avec moi sur le pas de la porte, hésitants, maladroits. « On voudrait recommencer ?» dit David en me serrant brièvement la main. « Pas effacer, mais recommencer. Je n'ai pas promis. C'est un chemin, ai-je simplement dit. » Puis je suis partie, mon foulard jaune claquant doucement dans la nuit lorraine. Chez moi, je me suis assise devant mon carnet. J'ai ajouté une nouvelle page. Ce que j'ai gagné, ma voix, même si elle tremble, mon droit de dire non, ma place que je n'ai plus à mendier. Je me suis couchée apaisée, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des décennies. J'avais affronté le dîner, j'avais dit ce que j'avais à dire. Le reste appartenait à l'avenir.
Amelia passa le lendemain. Elle s'assit sur le canapé, ses yeux brillants de fierté. « Tu les as obligés à t'écouter, » dit-elle. Je lui ai souri. « Non, ma chérie, je me suis obligée à parler. » Les semaines passèrent, la vie reprit son cours, mais rien n'était vraiment pareil. David me rendait visite plus souvent, maladroit, hésitant, comme un homme qui apprend à marcher sur un sol nouveau. Laura faisait des efforts, parfois trop visibles, comme si elle craignait chaque mot. Je ne leur en voulais pas de leur gaucherie. L'essentiel était qu'ils avaient enfin cessé de me considérer comme un meuble. Mais ce n'était plus pour eux que je vivais, c'était pour moi. Chaque matin, j'ouvrais mes volets avec la lenteur tranquille d'une femme qui sait qu'elle n'a plus de compte à rendre. Je sortais marcher le long de la Sarre, j'écoutais le vent dans les arbres, je saluais les voisins d'un signe de tête. Je retrouvais la ville avec un regard neuf. Sarreguemines n'était plus la prison où l'on m'avait reléguée, mais le point d'ancrage de mon nouveau départ. Un jour, Amelia vint me voir avec un grand sourire. « J'ai été acceptée au programme artistique de Metz, » dit-elle. Ses yeux brillaient. « C'est loin de la maison. Papa a peur. Mais moi, je veux y aller. » Je l'ai regardée longuement. J'ai pris ses mains dans les miennes. « Alors va, ma chérie. Ne fais jamais l'erreur que j'ai faite, attendre qu'on t'autorise. » Elle hocha la tête, émue. « J'ai appris ça de toi. » Ce soir-là, après son départ, je me suis assise sur mon porche. Le ciel se teintait de rose. J'ai ouvert mon carnet pour la dernière fois. J'ai écrit en grosses lettres. À 73 ans, j'ai décidé de ne plus m'excuser d'exister. Puis je l'ai refermé. Je repensais à ce voyage. Athènes, Florence, Lisbonne, Séville, Grenade, Cadix, Barcelone. À chaque étape, j'avais laissé une version usée de moi-même derrière. À chaque pas, j'avais retrouvé une force que je croyais perdue. Et maintenant, ici à Sarreguemines, j'étais entière. Ce fut Amelia qui me demanda un jour « Mamie, si tu devais dire une chose à toutes les femmes de ton âge, ce serait quoi ?» J'ai réfléchi, puis je lui ai répondu, sans hésiter, que le silence n'est pas une vertu, c'est une chaîne. Ce soir-là, seule dans ma chambre, j'ai formulé les mots que je n'avais jamais osé prononcer tout tôt. Je parle pour toutes celles qu'on a reléguées au rôle de gardienne, de cuisinière, de grand-mère silencieuse. Je parle pour celles qui se sont effacées, croyant que se taire, c'était aimer. On vous a dit que vous étiez trop vieille pour voyager, trop fragile pour décider, trop lente pour compter. On vous a fait croire que votre temps était terminé, que votre vie n'avait plus qu'à servir d'ombre. Moi aussi, je l'ai cru. Moi aussi, j'ai attendu qu'on me tende une main, qu'on me donne une place à table. Mais la vérité, c'est qu'on ne me l'aurait jamais donnée. Alors je suis partie. Je suis partie sans prévenir, sans demander. Et dans chaque pas, j'ai découvert que j'existais encore. La vengeance, mes sœurs, n'est pas toujours un cri ni une gifle. La vengeance peut être un silence qui fait trembler les autres, parce qu'il signifie qu'on ne m'en dit plus. Aujourd'hui, je ne demande plus qu'on me voie. Je me montre. Je ne demande plus qu'on me respecte. J'impose mon respect. Et si vous qui m'écoutez, vous vous sentez effacé, humilié, réduite à un rôle trop étroit, rappelez-vous ceci. Il n'est jamais trop tard, ni à 50 ans, ni à 70, ni à 80. Votre souffle existe encore. Vos rêves respirent encore. Moi, Hélène, veuve de Sarreguemines, qu'il disait trop vieille pour voyager, j'ai retrouvé ma voix au bord de la mer, dans les ruelles brûlantes d'Espagne, dans le regard de ma petite fille. Et je vous le dis, ne laissez personne écrire la fin de votre histoire à votre place. Ce soir-là, j'ai fermé mon carnet. Je n'avais plus besoin d'écrire. J'avais parlé. Et je savais que même si mes enfants mettraient du temps à comprendre, Amelia, elle, avait déjà entendu. Et c'était assez. La maison était silencieuse, mais ce silence-là ne m'écrasait plus. C'était un silence choisi, un silence plein, le silence d'une femme qui, enfin, s'était relevée.